Bonjour à tous, Sylvain Doublet. Donc c'est moi qui vais vous accompagner sur les 3 actes pour vous promener à l'intérieur du scénario. Et donc c'est moi qui ai cette responsabilité de vous présenter des milliards de chiffres de manière simple et intéressante. Donc aucun problème, ça va bien se passer. Donc on est dans l'acte 1, la situation initiale. Donc on a choisi de prendre les choses vraiment dans l'ordre cette fois-ci, avec l'idée de rentrer dans de vous mettre dans les mêmes conditions que nous au départ de la création d'After. Donc on va commencer par la situation initiale, puis ensuite les problèmes qu'on rencontre, et puis ensuite on passera à la fin de la journée aux solutions. Donc il faut absolument évidemment rester jusqu'au bout et passer les 200 premières diapos pour arriver à la solution. Mais on n'a pas trouvé d'autres solutions pour vous garder. Alors, le scénario, l'histoire de la création du scénario, ça porte sur le secteur des terres. C'est un secteur qui est comme ça un peu complexe à appréhender, mais c'est l'ensemble des surfaces dont on a à disposition en France, alors en France métropolitaine, sur lesquelles on va faire produire de la biomasse. Et ensuite, cette biomasse, on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'After ? Finalement, c'est un exercice de prospective, ça vous l'avez compris. Donc, c'est la même terme, mais un peu plus tard. C'est un exercice de prospective qu'on appelle normatif, c'est-à-dire que ce n'est pas de la prospective où on va exploratoire, on va dire aux gens, à votre avis, vous serez où en 2050, et puis après on assemble les choses. Non, c'est de la prospective normative, c'est-à-dire qu'on va se donner des cibles, et puis on va voir comment il faut modifier le système pour atteindre ces cibles, le modifier évidemment avec des règles. Donc on va faire une prospective chiffrée, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir exactement quels arbitrages il faut faire, pas faire du qualitatif. On va s'autoriser, alors ça c'était une grande nouveauté à l'époque, mais de jouer à la fois sur l'offre et la demande, l'offre en terre, la demande en terre, l'offre alimentaire, la demande alimentaire. On va, alors ça c'est un mot tout à fait français, mais on va essayer évidemment de désiloter tout ça, de penser, de mettre tout dans le même sac et de voir ce qu'il en sort, de partir de ce qu'on sait, puis ensuite d'assembler. Alors, on n'a pas fait de pari technologique, donc on essaie de voir ce qu'on pouvait faire avec les moyens du bord. Tant mieux s'il y a des bonnes surprises technologiques. Et puis, évidemment, vous êtes là pour le pro aujourd'hui, on est dans un esprit de nourrir le débat public avec nos réflexions. Alors, vous voyez, After, c'est une longue histoire. Hein. C'est évidemment couplé avec le scénario Négawatt, qui nous a poussé à commencer cette histoire en nous demandant de la biomasse énergétique. Et puis ensuite, on a continué l'histoire, et puis on est tous ensemble ici. Et donc, à nous de continuer à écrire l'histoire. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Les grands principes, vous connaissez maintenant ce principe des limites planétaires. On essaie de situer notre exercice dans le gros donut qui est ici, en essayant de ne pas descendre en dessous des planchers sociaux autour desquels la vie en société est dégradée, et puis des plafonds environnementaux au-dessus desquels on agresse trop notre environnement. Alors ça peut être le climat, la biodiversité, etc., nos ressources. Donc on essaie de se situer évidemment entre les deux, ce qui complexifie encore un peu plus l'histoire, mais nous, plus c'est complexe, plus on aime. Alors, voilà les questions qu'on s'est posées au début. Vous pouvez essayer d'y répondre. Ceux qui ont des réponses tout de suite, on est preneurs. Sinon, on développe dans la journée. Donc, on a des besoins alimentaires qui vont a priori pas cesser. On a des besoins en biomasse renouvelables de plus en plus importants. On a des engagements évidemment très forts pour réduire les gaz à effet de serre de manière très importante. On a aussi la nécessité de construire des systèmes agricoles et alimentaires de plus en plus résilients, en faisant évidemment très attention à la biodiversité. Tout ça avec une population qui augmente, des surfaces agricoles qui diminuent et des rendements qui stagnent. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc voilà les questions qu'on s'est posées, et voilà comment on va toute la journée essayer de vous proposer des réponses. Et le mot-clé de la journée, c'est le mot arbitrage, hein, c'est-à-dire on a des terres, on a différents usages de la biomasse. Quels usages on fait pour quelle biomasse et dans quelle proportion. Alors, début de l'histoire, la France agricole et la France alimentaire aujourd'hui. Alors, est-ce que vous connaissez déjà le nombre d'hectares dont on dispose, hein? Le secteur des terres en France, c'est 55 millions d'hectares. Donc, un rond vaut 5 millions d'hectares, à peu près. Et puis, vous voyez comment ça se répartit. Si on essaye de présenter ça de manière
un peu plus concentré. Vous avez ici toute la partie agricole, donc la partie dominante, l'usage des sols en France. Ici, la partie forestière, donc la deuxième secteur du usage des sols en France. Et puis, vous avez ici l'artificialisation. Et puis, les autres usages, les usages naturels, espaces naturels et les usages un peu intermédiaires qui sont toujours un peu inclassables. Et puis, vous avez des tendances. Donc, vous avez la forêt actuellement qui grignote plutôt sur l'agriculture, la partie pâturage, la fermeture des terres de prairies. Vous avez les sols artificialisés qui grignotent ici, là, sur la partie grande culture. Donc ça, vous savez que c'est vraiment un problème majeur, puisque quand une ville s'agrandit, s'il y a une ville, c'est que les terres sont fertiles autour. Plus la ville est grande, plus les terres sont fertiles, a priori. Et donc, quand une terre s'agrandit, elle mange en priorité ces terres les plus fertiles. Donc, c'est un vaste problème. Et puis, vous avez des transferts. Ici, vous avez les grandes cultures, ou les terres arables qui mangent sur les prairies. C'est un phénomène actuel. Donc, sur les principaux chiffres, donc l'agriculture, retenez, c'est le principal usage des sols en France. Et puis, vous avez des mouvements de consommation de terre. Et celui qui nous intéresse le plus, quand on parle d'artificialisation, c'est la France qui perd à peu près 1,6 million d'hectares tous les 10 ans. Donc 1,6 sur 26-27, ça commence à être très significatif. Et surtout, les hectares qu'on perd font partie des plus fertiles. Donc ça, c'est une des cartes qu'on a en partant. Et puis après, vous avez la fabuleuse Ferme France. Donc on va rentrer dans tous les détails de cette diapositive. Alors, la Ferme France, évidemment, c'est l'image d'Épinal, la ferme complexe, etc. Vous remarquez qu'en France, on a 600 spécialités de confiserie. Voilà, c'est la seule chose qu'on voulait que vous reteniez aujourd'hui. Donc, si on essaye de simplifier un peu l'histoire, voilà la carte de France. Donc, ce sont les orientations technico-économiques. Donc, voilà, vous reconnaissez en jaune les zones de grande culture, en bordeaux les zones viticoles, forcément, en vert les zones à dominante ruminant, et puis ici les zones à dominante bovin-lait, porc et volaille, ce qu'on appelle en termes techniques la Bretagne, ici là. Et puis des zones un peu mixtes là, qui sont de moins en moins nombreuses, mais qui sont quand même un peu présentes. Mais voilà, la Ferme France, c'est ça aujourd'hui. C'est, si vous deviez la décrire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la France, vous diriez que c'est une ferme d'élevage. Donc on a beaucoup d'animaux, beaucoup de vaches, beaucoup de porcs, beaucoup de volailles. On abat en France à peu près 1 milliard de volailles par an. Il y a à peu près 8 millions de mères en bovins. Enfin, voilà, la Ferme France, c'est une grosse ferme d'élevage. On a pas mal de cultures dans nos rotations, mais on a quand même des cultures ultra dominantes. Donc on a 10 millions d'hectares de céréales. On a la Ferme France aussi a un profil particulier, c'est-à-dire qu'on a sur nos 26 millions d'hectares, on a à peu près 10 millions d'hectares de prairies naturelles. Donc c'est particulier, donc il faut bien apprendre à en faire quelque chose de ces prairies. Et puis on a la Ferme France ne fonctionne pas sans intrants, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas produites en France. Donc des tourteaux de soja, on y reviendra. Alors d'irrigation, évidemment, c'est de l'eau qui vient de France quand même, encore. Des produits phytosanitaires, des pesticides, des engrais et de l'énergie, tout ça pour faire fonctionner la Ferme France. Alors ça, c'est l'état des lieux. Donc si on essaye de zoomer un petit peu plus, je vous ai dit, la Ferme France, c'est une grosse ferme d'élevage. Donc si on prend que les terres qui sont dédiées à la surface agricole utile, donc nos 27 millions d'hectares, l'élevage, il va consommer tout ça. Donc je vous l'ai dit, il y a forcément les prairies naturelles qui sont prairies naturelles ou prairies temporaires, mais qui sont utilisées évidemment pour l'élevage, ça coule de source, mais dans nos terres arables, il y a une partie qui sont pour des cultures fourragères, donc forcément pour les animaux, et puis évidemment une partie des céréales qui sert aussi à nourrir les animaux. Donc au total, ça fait 18 millions d'hectares sur 27 qui sont pour l'élevage. Alors c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et du coup, il faut avoir ça en tête pour savoir les marges de manœuvre de la Ferme France. Et puis, vous voyez, pour l'alimentation végétale humaine, donc ce qui va directement être mangé par des Français en France, je ne compte pas l'exportation, il reste à peu près 5 millions d'hectares. Enfin, on utilise 5 millions d'hectares pour se nourrir directement de production végétale. Donc, vous voyez que vous commencez à imaginer qu'il y a des marges de manœuvre dans l'histoire.
Et puis on l'a dit, la ferme France, elle n'est pas, voilà, fermée au monde, hein, loin de là. Alors on importe voilà, des produits bois, des fruits, des légumes, etc. Notre grosse source d'importation, hein, c'est des tourteaux de soja. On y reviendra. Et puis on exporte beaucoup de céréales, principalement à destination de l'Europe, ce qu'on appelle les céréales fourragères, pour nourrir d'autres animaux en Europe. Là aussi, ça vous donne aussi des marges de manœuvre. Et puis vous voyez, si on traduit ça en surface, on importe pour environ 4 millions, on exporte pour environ 6 millions. Donc voilà, la théorie de la France qui nourrit le monde, hein, on est très très loin évidemment de ça, c'est tous des rapports relativement équilibrés. Mais si on fait un petit zoom sur ces fameux tourteaux là qui servent à nourrir nos troupeaux, hein, vous voyez qu'on on importe massivement des tourteaux. Les cheptels ne sont pas équivalents par rapport à leur dépendance aux tourteaux. Vous avez principalement les bovins laits. La moitié des tourteaux du troupeau bovin lait provient des tourteaux de soja, l'autre moitié c'est du colza. Et puis vous voyez, pour la volaille, nos volailles françaises, à 90%, leur source de protéines, hein, ça va être du tourteau de soja brésilien. Donc il est urgent d'être en bon terme avec le Brésil encore pendant un paquet de temps, sinon ça va poser problème. Alors maintenant, si on s'intéresse à la demande alimentaire en France, est-ce qu'on a des marges de manœuvre, où ça en est, etc. Bon, déjà, mettons-nous d'accord sur ce qu'on mange à peu près en moyenne en France, hein, par habitant et par jour. Donc ça, c'est uniquement les aliments solides. Vous voyez que un tiers de notre alimentation, ici, là, le lait, non, c'est l'inverse, la viande et le lait, un tiers de ce qu'on consomme en quantité provient des troupeaux. Et puis les 2 tiers sont de l'alimentation végétale, hein, donc sans surprise, on se nourrit de pâtes, de céréales, de fruits, de légumes, etc. Donc au passage, on se nourrit pas mal de céréales, hein, donc il faut évidemment étendre le champ des politiques au-delà du maraîchage. Et puis, voilà, tout ça en termes de... Alors si on essaie de traduire ça en termes d'empreinte surface, donc là, vous vous souvenez, hein, un tiers de ce qu'on mange, ce sont des produits animaux. En termes d'empreinte surface, vous voyez, sur les 26 millions d'hectares dont on a besoin pour produire tout ça, il y en a, vous voyez, 80% des hectares sont pour produire le tiers de produits animaux qu'on consomme. Donc, évidemment, c'est déséquilibré. Et puis, petit rappel de chiffres, hein, il faut, avec ces régimes alimentaires qu'on va un peu détailler, il faut 26 millions d'hectares pour nourrir la population française. Et la SAU française, c'est environ 28 millions. Donc, on est ni trop ni pas assez, mais il en faut pas beaucoup pour dérégler le système et atteindre les fameuses limites dont on essaye de s'éloigner, comme on parlait tout à l'heure. Alors, on a essayé de traduire des régimes alimentaires en impact surface. Donc, en moyenne, en France, le régime alimentaire moyen, c'est 4000 m² par personne et par an. Donc, faites le calcul dans vos têtes. 4000 m² fois 65 millions, ça fait 26 millions. Donc, et 4000 m², vous voyez ici les différences d'empreinte des régimes alimentaires qu'on peut avoir. Donc, c'est classé par gros mangeur de viande, moyen mangeur de viande, petit mangeur de viande, mangeur de viande qui nage, et vraiment pas beaucoup, quoi. Donc, 4000 m², vous voyez, en moyenne, ça veut dire qu'en moyenne, on est par là, quoi. On est tous en moyenne des mangeurs de viande, quoi, en gros. Donc, voilà vous commencez évidemment à voir les marges de manœuvre qu'on peut avoir sur ces questions-là. Et puis, une dernière diapo sur l'import-export. Donc, vous avez ici l'ensemble des produits qu'on mange, traduits en surface. Et puis, vous avez en violet les surfaces qui sont en France, et puis en jaune les surfaces qui sont importées. Alors, parfois, c'est plus de la moitié, hein, comme la viande de mouton, hein, avec nos amis néo-zélandais, qui nous importent mais ça, c'est une longue histoire, mais voilà, on importe. Alors, évidemment, on exporte aussi, hein, mais tout ça pour dire que on est très loin d'être coupé du monde et on est très loin d'être dans l'idée d'autosuffisance ou d'autonomie. Et puis, si on essaye de traduire de manière un peu plus globale nos régimes alimentaires, aujourd'hui, si on essaie de faire un mix entre les différents régimes possibles, on a 3% de végétariens, 7% de petits mangeurs de protéines animales, 35% de mangeurs moyens et puis 50% de gros mangeurs de viande. Et puis la tendance va pas bouleverser les choses si on ne joue pas dessus. Voilà le système tel qu'il est, et puis on va essayer de
de voir à peu près, voilà, aujourd'hui, comment ce système bouge et quelles en sont les grandes tendances. Comment ce système est remis en question ou vers quoi il va tendanciellement. Donc, vous avez quelques articles qui vous alertent déjà sur des problèmes qui sont bien à l'ordre du jour à l'agenda de pas mal de groupes. Donc, traditionnellement, l'évolution du nombre d'agriculteurs et en parallèle, systématiquement, l'augmentation de la taille moyenne des exploitations. Donc là, en gros, l'histoire est écrite depuis assez longtemps. Et puis, on ne voit pas pourquoi si la tendance et si les forces qui jouent là-dessus sont les mêmes, on ne voit pas vraiment pourquoi ça bougerait. Une tendance plutôt récente, et qui nous concerne beaucoup en France, c'est celle-là, c'est l'évolution des bovins. Donc ici, vous avez l'évolution en millions de mères, l'évolution des bovins viande et l'évolution des bovins lait. Alors, vous voyez que ça décroche vraiment à partir des années très récentes, 2016-2020, et puis la chute est sévère. Donc, en quelques années, on a perdu 1 million de mères, donc 1 million sur 7-8. Ça commence à être très, très, très significatif. Pendant quelques années, il y avait des reports de bovin lait vers bovin viande. Les gens arrêtaient le lait pour faire de la viande, et puis maintenant, il y a une décapitalisation majeure du troupeau bovin. Et puis, c'est des baisses qu'on commence à voir apparaître dans le cheptel porcin. Alors, ça se traduit moins directement en production de viande, puisqu'il y a des rattrapages par des leviers techniques, mais là, c'est directement la quantité de viande produite qui se voit. Donc ça, tendance très lourde et très peu de signaux qui nous disent c'est une crise passagère, ça va passer, vous inquiétez pas, ça va remonter, tout ça. Donc là, on est très attentif à cette courbe-là, qui est plutôt une courbe subie que choisit évidemment la filière viande bovine ou laitière bovine n'a pas du tout choisi cette ligne-là. C'est absolument pas une stratégie. La bio, belle envolée de la bio. Alors, on dit belle envolée, ça représente, vous voyez, 10% de la SAU, 13-14% d'exploitation agricole. C'est évidemment une très belle croissance à 2 chiffres ces dernières années, qui reste quand même très minoritaire sur l'alimentation des Français. Mais autant jusque dans les 2010, c'était vraiment une solution très, très ultra minoritaire. Autant aujourd'hui, on ne peut plus faire un programme agricole ou une politique agricole sans penser à la bio. Évidemment, on aimerait que ça soit un peu plus à l'ordre du jour, mais c'est quand même très présent. Alors, je vous ai parlé après d'autres dépendances du secteur agricole, notamment autour des intrants. Alors, les intrants, un intrant majeur, c'est celui de l'azote. Donc, vous avez ici les ventes d'azote en France. Alors depuis 1976 jusqu'à maintenant, en gros. Et puis vous avez en contrepoint les rendements les productions de céréales. Donc on a des livraisons d'azote qui sont à peu près constantes, environ 2 millions de tonnes d'azote qui sont livrées à l'agriculture française depuis les années 90. Évidemment, l'azote, alors c'est évidemment le facteur clé du rendement des végétaux. Alors évidemment pas l'azote minéral en tant que tel, mais l'azote en tant que molécule. Et le souci qu'on a en France par rapport à cet azote, c'est qu'on en utilise beaucoup, certes, mais on n'en produit plus. Enfin, en Toulouse, on en produisait jusqu'en 2001, et puis ça a arrêté. Voilà, ils ont décidé d'arrêter. Ça s'est fait vite, l'arrêt. Et depuis, alors ça c'est les productions françaises en bleu, vous voyez, et puis les importations. Et aujourd'hui, on est là. Alors on importe de pays, de pays quoi, qui sont sympas, mais s'ils décident du jour au lendemain d'arrêter, ils décident quoi. Donc 90% de nos importations viennent de la Chine et de la Russie. Donc c'est un point de fragilité du système. Et évidemment, demain, quand on parlera de risque ou de fragilité du système, ça fait partie des points qui sont importants. Et puis, avant-dernière diapo de cette séquence-là, donc je l'ai dit, on est un gros consommateur de produits phyto.
Alors, on en produit un paquet, on en importe un paquet aussi, hein. Ici, vous avez la carte, hein, produite par Solagro, la carte Adonis de pression phyto de l'IFT, du nombre de traitements par hectare, mis à jour. Et puis ici, vous avez l'indicateur nodule, le nombre de doses utilisées par l'agriculture française, avec des moyennes triennales. Bon, vous voyez que voilà, on est quand même encore très dépendant de ces produits-là. Et puis, on verra dans la deuxième partie qu'évidemment que l'usage de ces produits n'est pas sans conséquence. Je peux déjà vous spoiler une partie de la deuxième séquence en vous disant que les pesticides ne sont pas des médicaments et ont des impacts négatifs sur pas mal de choses. Et puis, dernière séquence, enfin dernière diapo ou dernière tendance assez forte, hein, qu'on observe actuellement, c'est le renouvellement des générations. Peu importe l'agriculture qu'on veut faire demain, il va falloir des gens pour faire ça. Et on est, vous voyez, sur des voies très fortes de décapitalisation du nombre d'agriculteurs. Et alors, autre signal assez fort, hein, 50% des installations maintenant se font ce qu'on appelle hors cadre familial, ou c'est des systèmes dits alternatifs. Alors, quand c'est 50%, c'est plus alternatif, hein. Ça devient majoritaire, hein. Donc ça, c'est vraiment une signature très très forte de ce qui est en train de se passer pour l'agriculture française. Cette deuxième séquence, elle a pour but de montrer en quoi l'agriculture et l'alimentation telle qu'elle a été décrite a des conséquences sur les gaz à effet de serre, sur la qualité de l'eau, etc., etc. Et c'est ça qui nous motive pour en faire des cibles d'amélioration et à fixer des objectifs à atteindre pour notre beau scénario. Alors, on va voyager un petit peu à travers les impacts de l'agriculture sur l'environnement, sachant que vous avez bien compris qu'un secteur qui utilise la moitié des surfaces d'un pays a forcément des impacts sur le reste de son environnement. Alors, il y a une petite série de mauvaises nouvelles à passer là, mais serrez les dents, puis ça va aller, vous allez voir. Alors, on va commencer par le dossier pesticides. Donc, pesticides et eau. Alors, pesticides et eau, vous voyez que ça s'améliore. Donc, ça, c'est les cartes de qualité de l'eau souterraine, donc la quantité de pesticides détectés dans les nappes souterraines en France, entre 2010 et 2018. Alors, soit on dit que c'est une bonne nouvelle parce qu'on devient vachement balèze pour les détecter, soit on dit qu'il y en a vraiment beaucoup et ça ne va pas bien. Donc, évidemment, ça ne va pas bien. Et puis, en 2021, il y a l'article du Monde qui avait été publié, là, qui avait fait pas mal de bruit, disant que 11 millions de Français étaient alimentés par une eau non conforme, donc qui dépassait la norme de 0,1 microgramme par litre. Donc, ce lien-là, ça ne va pas. Il faut l'améliorer. Deuxième lien, c'est le lien entre la santé des agriculteurs et l'exposition aux pesticides. Donc ça, c'est les résultats de l'étude INSERM de 2021, qui fait suite à l'étude INSERM de 7 ans avant, et qui fait le lien entre l'apparition de certaines maladies chez les populations d'agriculteurs et en lien avec l'exposition directe ou indirecte aux pesticides. Et vous voyez que tout ce qui est dans la case présomption forte, alors scientifiquement ça ne vaut pas lien de causalité exactement, mais quand même ça s'en rapproche. Donc vous avez un certain nombre de mauvaises nouvelles qui sont ici, qui sont les maladies qui sont en surreprésentation dans le monde agricole. Donc vous avez les présomptions fortes, moyennes et faibles, et à chaque fois en gros que l'INSERM fait une nouvelle étude, met à jour son étude, ben en gros, je vous la fais courte, mais faible ça passe à moyen, moyen ça passe à fort, et fort ça passe à très fort. Par exemple ici là, tout ce qui était les maladies respiratoires des enfants, avant c'était là, et maintenant, c'est passé là, et c'est lié à l'exposition de la mer aux produits phytosanitaires. Donc, les agriculteurs sont les premiers concernés en termes de maladies liées à l'exposition aux pesticides. Allez, on continue. La biodiversité. Alors, la biodiversité, ça ne va pas fort non plus.
Alors, donc vous avez des articles qui ont été publiés sur, évidemment, la disparition des oiseaux, la disparition des insectes. Alors, évidemment, la biodiversité, c'est un champ extrêmement complexe. Donc, il y a un atelier, un Zoom particulier sur la biodiversité animé par Caroline qui a permis de rentrer un peu plus dans le détail. Mais grosso modo, l'idée, c'est ça. On est sur le secteur des terres ici, et vous avez les différents impacts sur la biodiversité de ces facteurs-là. Le premier, changement d'utilisation des sols. Le deuxième, exploitation directe. Le troisième, changement climatique. Après, pollution, espèces envahissantes, et puis autres, parce qu'il fallait bien autres. Donc voilà, dans le secteur des terres, évidemment, quand vous imaginez l'usage des sols en France, forcément, l'agriculture, elle est par là, entre les deux, et le principal impact, ça va être la modification de l'usage des sols, la disparition, pensez par exemple à la modification des paysages, la simplification des paysages, ça va avoir un impact direct forcément sur la biodiversité. Et puis on revient sur cette question des pesticides. Alors là, vous avez des publications, vous en avez un paquet, mais en gros, voilà, ce type de publication qui essaye de faire des méta-analyses de tout ce qu'on peut relever dans la science, chaque fois que vous avez une ligne en trait plein, c'est que le lien entre pesticides et la neurotoxicité, par exemple, ou les perturbations endocriniennes, a été documenté et vérifié. Chaque fois que c'est des flèches en pointillé, c'est que ça n'a pas été documenté ou prouvé à 100%, mais ça avance l'histoire. Donc, vraiment, l'idée, c'est que les produits phytos sont vraiment partout dans tous les écosystèmes, et c'est très, très rare quand même d'avoir un effet positif, on est bien d'accord. Et la plupart du temps, c'est des effets délétères sur les écosystèmes, liés évidemment à cet emploi des produits phytos, en premier lieu par l'agriculture. Donc voilà, donc les produits phytos, c'est une cible auquel on s'intéresse particulièrement, parce qu'il faut rapidement s'en sortir. Continuons sur la qualité de l'eau. Alors la qualité de l'eau, cette fois-ci liée à l'azote, au nitrate, donc la fameuse directive nitrate, les excès d'azote dans les milieux aquatiques. Tout va bien, vous voyez, ça va bien. Partout où c'est rouge, c'est partout où on est en zone vulnérable. Alors, dans la zone vulnérable, il y a une composante réglementaire, parfois il y a quand même un lien assez direct entre la qualité de l'eau souterraine et la quantité de nitrate. Et puis, en gros, vous prenez toutes les zones de grande culture et toutes les zones d'élevage hors élevage herbivore, et vous êtes en zone directive nitrate. Donc, ça va pas. Ça va pas. Alors, question gestion quantitative et usage de l'eau. Alors, en termes de prélèvement, de consommation, c'est-à-dire ce qui est prélevé dans le milieu et qui n'est pas restitué tout de suite, l'agriculture est en tête. Bon, c'est un fait. Environ 3 milliards de mètres cubes utilisés chaque année par l'agriculture. Vous avez ici les surfaces, les principaux usages de cette eau. Et puis, évidemment, il y a l'autre problème, c'est au-delà de la quantité, c'est le quand. C'est-à-dire que 90% de cette eau est prélevée en période estivale. Évidemment, vous comprenez, on voit assez bien où est le problème. Et puis, vous voyez, l'autre bizarrerie de l'agriculture française, en termes de signature, c'est qu'une grande partie de cette eau est utilisée pour faire du maïs dans le sud de la France ou dans la plaine d'Alsace, l'autre endroit très sec de France. C'est comme ça. Donc, évidemment, dans tout ce qu'on propose, il y a un arbitrage particulier sur l'usage du maïs. On s'est beaucoup posé l'élection sur à quoi sert ce maïs et comment on peut faire pour réduire au moins ça, pour garder de l'eau pour les autres usages. Mais voilà, en période estivale, l'agriculture est le premier utilisateur d'eau en France. Alors, les périodes de crise, on les connaît. Donc, vous avez cette carte ici qui vous résume sur une période de 10 ans, le nombre de fois où la zone a été en niveau de restriction d'eau. Alors, pas le niveau, attention, le niveau crise. Voilà, le niveau juste avant le niveau où il n'y a plus d'eau. Donc, sur les périodes de 10 ans, de 8 ans, pardon, ces zones-là ont été en crise 8 fois. Donc, voilà, c'est plus de la crise, c'est de la situation classique. Donc, vous avez... En 2022, par exemple, vous aviez la moitié du territoire qui était en zone crise. Donc, je rappelle, crise dans certains territoires, ça a été la gendarmerie qui débarque et qui interdit carrément
l'irrigation ou l'interdiction d'abreuver les animaux. Hein. Donc on est sur des niveaux d'alerte maintenant qui sont ultra sensibles et qui mettent en danger pas mal le système agricole. Gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, c'est tout ça. Alors retenez bien tous les chiffres, c'est très important. Donc la France, les gaz à effet de serre de l'économie française, c'est tout ça. Sur le territoire français, c'est 420 millions de tonnes équivalent CO2. Et puis vous avez les différents secteurs. Donc le transport, l'agriculture est ici, résidentiel tertiaire, industrie et les autres ici. Donc vous voyez que la France, l'agriculture française, elle est là. Alors c'est pas, il y a deux raisons pour qu'elle soit là, c'est en bonne place. C'est-à-dire c'est on va dire que c'est le deuxième, mais bon, c'est à égalité avec les autres. D'abord parce que la France, on l'a dit, c'est 50% du territoire qui est dans l'activité agricole. Bon, du coup c'est à peu près logique qu'on la retrouve ici. Et puis, on a dit, en élevage, la ferme France est une grosse ferme d'élevage et une grosse ferme d'élevage bovine. Donc, vous connaissez l'histoire de la fermentation entérique. Donc, quand vous avez une grande ferme d'élevage, forcément, elle apparaît dans la signature gaz à effet de serre de son pays. Alors, si on zoome un peu sur la partie agricole, voilà le profil des gaz à effet de serre émis par l'agriculture. Alors, on remarque quoi ? Que, contrairement aux autres secteurs de l'économie qui émettent du CO2, parce qu'on brûle de l'énergie fossile, on émet du CO2, on oxyde tout ça, on oxyde le carbone pour en faire du CO2. L'agriculture, vous voyez que le CO2, ce n'est pas la question dominante. Hein. Si on devait... en gros, le gaz à effet de serre, le CO2 des tracteurs, ce n'est pas ce qui nous embête le plus, c'est plutôt le reste. Donc, le méthane, vous voyez que c'est aussi de la chimie du carbone. Hein. Donc, sur Terre, vous avez deux options. Hein. Soit vous avez l'oxygène, soit vous n'avez pas d'oxygène. Et puis, le carbone sur Terre, il aime bien se stocker sous des formes avec un seul carbone. Donc, le CO2, c'est très stable. Quand il y a l'oxygène, toute la matière organique pense à une chose, c'est à faire du CO2. Quand vous n'avez pas d'oxygène et beaucoup de matière organique, la matière organique se barre, mais sous une forme contrainte qui est de méthane. Donc ça arrive dans les rizières, par exemple, dans l'estomac des animaux, dans les tas de fumier ou de lisier. Vous avez beaucoup de matière organique, pas beaucoup d'oxygène. Le carbone, tout ça c'est vivant, tout ça se dégrade, ça tend vers la situation la plus stable et ça fait du méthane. Alors en France, évidemment, quand on a beaucoup d'animaux, il y a une partie de ce gaz qui provient de la fermentation entérique, c'est-à-dire l'estomac des ruminants. Enfin, je ne suis pas un ruminant, mais je veux dire que voilà. L'estomac, vous avez beaucoup de matière organique, peu d'oxygène, ça fait du méthane. C'est le fonctionnement normal des ruminants. Et puis, vous avez un autre gaz ici qui apparaît, qui est le N2O. Alors, aux surprises, c'est plus la chimie du carbone, c'est la chimie de l'azote. Mauvaise nouvelle pour l'agriculture. Quel est le secteur qui manipule le plus d'azote ? L'agriculture, et de très loin. Et le N2O, vous connaissez peut-être les formes de l'azote, l'azote atmosphérique, le N2, le nitrate, le NO3, etc. Ça, c'est une forme intermédiaire qui est une forme obligatoire du cycle de l'azote. Donc, plus vous manipulez d'azote, plus vous avez des émissions de N2O, c'est obligatoire. Donc, ce qu'on appelle aussi le gaz hilarant. Alors, voilà, c'est la seule utilisation sympa de ce truc-là. Enfin, il ne faut pas abuser. Je n'ai pas dit qu'il... Enfin, bref. Donc, voilà, c'est la signature, en gros, c'est que pour réduire les gaz à effet de serre d'un secteur comme celui-là, vous avez les énergies fossiles qui sont là, mais tout le reste, c'est lié au vivant. Hein, le N2O, c'est les bactéries du sol qui utilisent l'azote, etc. La fermentation entérique, c'est la vie des animaux. Donc, pour réduire ça, on ne réduit pas ça comme on réduit ici le secteur des énergies fossiles. Donc, il faut manipuler ça avec précaution. Alors ici, on vous a fait un calcul dans l'autre sens, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre en fonction des régimes alimentaires. Donc, sans surprise, ceux qui mangent beaucoup de viande, très beaucoup, ou un peu, vous voyez que la signature gaz à effet de serre varie de, on a mis le chiffre là, environ, on est en moyenne tous autour de 1500 kg de CO2 par personne pour notre alimentation. On est par là tous, en moyenne. Enfin, la moyenne. Donc, évidemment, quand vous changez de régime alimentaire, vous changez aussi votre profil gaz à effet de serre. C'est assez logique. Alors maintenant, continuons dans les bonnes nouvelles. Le lien entre alimentation et santé, ça ne va pas fort non plus. Alors,
il y a des idées, mais grosso modo, alors on ne rentre pas beaucoup dans les détails, parce que déjà on n'est pas nutritionniste, mais voilà, l'obésité, c'est des choses, donc la courbe est vraiment, vraiment impressionnante. On est à peu près à 17% de la population touchée par l'obésité. Et puis là, on vous a mis quand même des petits résultats de l'étude BioNutriNet qui montrent que chez ceux qui mangent, où leur alimentation est couverte en très grande partie par de la bio, les risques d'obésité sont réduits. Alors attention, c'est toutes choses égales par ailleurs, même quantité ingérée, même style de vie, etc. N'allez pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Mais je vous fais confiance. Pareil sur les maladies, les affections longue durée, c'est un mal qui grimpe, qui coûte très très cher à l'assurance santé. Hein. Donc ça c'est pareil, il y a un lien entre évidemment ça et les perturbateurs endocriniens, il y a un lien avec notre alimentation, pas que, mais aussi. Et pareil, cette même étude BioNutriNet qui avait montré que chez ceux qui mangent en grande partie des aliments bio, les risques sont de moins 25% sur ces maladies-là. Encore une fois, toutes choses égales par ailleurs. Bon, voilà, passer cette chronique, l'idée évidemment c'est de progresser et d'aller vers des cibles pour notre prospective et pourquoi pas des cibles plus larges pour la France. Donc on a plusieurs cibles qu'on essaye de jouer en même temps. Hein. L'objectif c'est de déciloter tout ça et de voir quels sont le meilleur arbitrage possible. Alors pour atteindre 100% partout, c'est impossible. Je vous le dis tout de suite, mais quel est le meilleur arbitrage possible pour atteindre ça? C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, mais déjà, situons nos cibles. Donc, les cibles, elles sont celles-là. Donc, la première, la neutralité carbone à l'horizon 2050 et la réduction de moins 55% des gaz à effet de serre de la France, hein, pas de l'agriculture, à l'horizon 2030. Et puis la neutralité carbone, on zoomera un peu sur ça tout à l'heure, en gros, c'est divisé par 6 les gaz à effet de serre français, et puis par 2 les gaz à effet de serre agricoles. Ça nous fait une cible, qui est repris par le plan national qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Ensuite, vous avez le PNAC, pour les amateurs d'acronymes, donc le plan national d'adaptation au changement climatique, qui demande au secteur d'être plus résilient face au changement climatique. Bon. Ça ne mange pas de pain de le demander. Ensuite, vous avez évidemment des objectifs de réduction des pesticides. Donc, vous voyez, en gros, des objectifs européens ou français. Donc, en France, on en est au plan éco-phyto 2+, je crois, maintenant. Donc, voilà, il faut réduire les pesticides. Donc, ça, c'est l'objectif français. Nous, on est sur notre objectif à nous, de vraiment massifier cette baisse de pesticides. Et puis, on a d'autres objectifs qui concernent la production de biomasse énergie. On rentrera un peu plus dans le détail après. Il faut que le secteur des terres produise plus d'énergie, de bioénergie qu'il n'en produit aujourd'hui, pour être compatible avec des scénarios qui se privent d'énergie fossile pour le transport, l'énergie, le chauffage, etc. Et puis, deuxième série de cibles. Alors, la France est engagée sur la SNB, donc la stratégie nationale sur la biodiversité, qui entend mettre la France sur une trajectoire où, à l'horizon 2030, c'est bon, il n'y aura plus de problème de biodiversité en France. Rassurez-vous, c'est signé, donc c'est bon. Et donc, là, avec des engagements vous avez déjà entendu parler du zéro artificialisation nette. Si quelqu'un peut m'expliquer le net, je suis preneur. Réduction massive des pesticides, développement des infrastructures agroécologiques, tout ça, ça rentre dans la stratégie nationale biodiversité. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les masses d'eau, la qualité des masses d'eau. Donc, on l'a dit, une masse d'eau, c'est un bout de rivière, un morceau de côte, des nappes phréatiques. La France est engagée, en signant la directive 4 sur l'eau il y a déjà bien longtemps, à ce que 100% des masses d'eau, donc toute l'eau en gros, hein, soient en bon état, qualité et quantité. C'est-à-dire qu'il y en ait pour tout le monde, pour tous les usages, à tout moment, et qu'on ait une eau brute de qualité quasiment tout le temps. Donc ça, c'est pour 2027. Donc, nickel, on y est presque. Et puis, alimentation santé, c'est le plan national Nutri-Santé, ce qu'on appelle maintenant la SNANC, la stratégie nationale alimentation, santé, climat, la loi Egalim, etc. Donc, l'objectif, c'est de modifier nos systèmes alimentaires. Donc, tout ça, ça nous donne des objectifs. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail de certains objectifs, pour qu'on soit bien d'accord sur ce de quoi on parle, vous avez ça. Donc ça, c'est la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Donc on est là, voilà. Il faut qu'on aille là. Donc là, au-dessus du zéro,
c'est les émissions de gaz à effet de serre. D'accord ? C'est tout ce que l'activité française émet comme gaz à effet de serre. Vous avez les différents secteurs qui sont là. L'agriculture est là, vite, au-dessus du zéro, là, forcément. Donc on est aujourd'hui à 80 millions. Il faut qu'on on divise par 2 ici. Mais vous voyez que les autres secteurs, eux, c'est pas par 6, c'est pas par 2 qui doivent diviser, c'est par 10 ou carrément se décarboner complètement. Et puis, ce qu'on appelle la neutralité carbone à l'horizon 2050, il faut que la somme des émissions résiduelles qui soient là soit égale à ce qu'on est capable de soustraire de l'atmosphère chaque année. Donc, ce qu'on émet doit être égal à ce qu'on soustrait chaque année. Hein. Donc, il faut que ce qu'on appelle le puits carbone français, vous voyez que par rapport à aujourd'hui, il faut qu'il double par rapport à aujourd'hui. Alors, donc voilà, ça c'est l'ambition de la France, et c'est quand la France dit neutralité carbone, c'est à ça qu'elle pense. Il faut qu'en 2050, ça soit égal à ça. Donc si on zoome sur 2050, ça fait ça, en gros. Donc ça, c'est les émissions résiduelles de tous les secteurs. Donc en 2050, l'agriculture est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre. Et c'est tant mieux, sinon on ne peut pas se nourrir. Hein. Donc il faut garder une activité agricole. Évidemment, ça ne se fait pas sans changer d'alimentation, mais ça, la SNBC ne le dit pas trop. Les autres secteurs émettent plus grand-chose. Et en face, il faut mettre de la compensation carbone. Il faut que chaque année, on puisse retirer 80 millions de tonnes équivalent CO2 de l'atmosphère. Alors, vous voyez qu'on compte beaucoup sur la forêt, soit pour la forêt qui reste la forêt qui piège du carbone, soit sur les produits bois. C'est-à-dire que chaque année, il faut que la quantité de produits bois augmente pour faire un stockage annuel additionnel d'environ 20 000 tonnes équivalent CO2. Et puis, vous avez une petite partie de paris technologiques qui sont là, et puis de secteurs des terres qui sont là. Donc ça, c'est la SNBC 2, celle qui est en train d'être révisée, et révisée notamment pourquoi ? Parce que ce secteur de la forêt, aujourd'hui, il n'est plus à 30 millions, il est à 15 millions. Donc, il y a quelques soucis d'équation du système. Mais quand on parle de neutralité carbone, voilà de quoi on parle. Il faut qu'à l'horizon 2050, l'ensemble des émissions résiduelles soit compensé par un ensemble de captations annuelles. Et il est hors de question de penser que, en gros, un secteur ne doit pas être neutre en carbone par lui-même. On ne demande pas à l'agriculture d'être neutre en carbone, à l'industrie d'être neutre en carbone, à la forêt d'être neutre en carbone. Il faut que, quand on dit que les engagements sur la neutralité carbone, il faut que les secteurs contribuent à ce qu'on leur demande en termes de baisse de CO2, et il faut que le secteur des terres contribue à la séquestration de carbone. L'agriculture n'a absolument pas besoin d'être neutre en carbone, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Il faut que la somme de ça soit égale à la somme de ça. Ensuite, sur l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est le plan national Nutri-Santé, hein, donc là, rien de nouveau. Chaque fois on en est au PNS 4, donc on va bientôt passer au PNS 5 normalement. Donc à chaque fois, on a des nouvelles recommandations. Donc c'est un programme qui devient de plus en plus étayé, construit, etc. C'était pas comme il y a une quinzaine d'années où c'était bon. Est-ce que les gens ont l'air malades ? Non. Donc ça doit être ça l'alimentation. Aujourd'hui, j'exagère évidemment. Aujourd'hui, on a des vraies recommandations, notamment par rapport aux fruits et légumes, aux portions de produits laitiers. Grosso modo, on est sevré au bout d'un moment. Et donc, on peut en manger, mais pas non plus trop. Sur les légumineuses, sur l'exposition aux pesticides et sur la charcuterie et la viande rouge, il y a des recommandations. Donc ça nous fait aussi une base pour avancer. Sur les bioénergies, alors ça, rentrons pas dans le détail, c'est l'ensemble des scénarios qui sont mis sur la table par le GIEC pour rester en dessous de 1,5 degré à l'échelle planétaire. Et c'est la quantité de biomasse utilisée selon les horizons temporels, selon les différents scénarios qui sont proposés. Donc grosso modo, quel que soit le scénario qu'on considère, à l'horizon 2050, il faut que la quantité de bioénergie qu'on utilise par rapport à aujourd'hui, elle soit multipliée par 2. Et c'est aussi ce que dit le scénario négawatt. En gros, c'est qu'à l'horizon 2050, on a besoin que pour combler ce qui reste à combler en énergie qui ne sera pas couvert par la sobriété, il faut que les énergies renouvelables se massifient et que les bioénergies, qu'on double la quantité de bioénergie produite par le secteur des terres. Donc c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé, nous. Et puis, dernier point, l'adaptation au changement climatique.
qui devient de plus en plus prégnant dans l'histoire, ça devient aussi un objectif assez fort à mettre en regard des autres. Alors, qu'est-ce que c'est que s'adapter au changement climatique? C'est d'abord s'adapter à ça. Donc, une tendance de fond, il fait plus chaud, il pleut un peu plus là, un peu moins là, des tendances très longues qu'on observe sur des... Je rappelle, le climat, c'est sur des observations d'au moins 30 ans. Donc, il faut s'adapter à des tendances. Et puis, je vous rappelle qu'une fois qu'on sera adapté ici, ça ne veut pas dire que c'est gagné et qu'après, on est sur un système stable, hein. Il faudra toujours s'adapter à une tendance. Parce que, comme on dit, hein, le climat normal, l'année normale devient exceptionnelle, hein. Mais ce n'est pas tout. Ce serait trop facile. Il faut s'adapter à une variabilité interannuelle croissante. Donc, il n'y aura plus de 2 années de suite normales, on va dire, ou qui vont se ressembler. Et puis, il faut s'adapter à des extrémas qui vont devenir de plus en plus forts. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'un moins 25 à Toulouse ou d'un plus 50 à Lille, par exemple. Donc, c'est la triple équation. Alors, évidemment, ça devient compliqué de s'adapter à tout ça. L'objectif qu'on s'est donné avec le scénario, c'est sans prétendre être 100% adapté, c'est à minima de désensibiliser notre système à ces à-coups, hein, les déficits fourragers qu'on observe, les assecs dans les rivières, des grands coups de marée comme on a eu récemment. Enfin, essayer de désensibiliser le système et de faire en sorte qu'on se rapproche d'un système qui soit cohérent avec la tendance. Et je vous rappelle que les climatologues nous alertent sur le fait que le climat 2050, il est certain. C'est après qu'on a des interrogations, mais 2050, il est certain. Ceux qui prétendent qu'on ne pouvait pas prévoir, pas tout à fait vrai. Alors, voilà. Donc c'est ça la triple équation de l'adaptation au changement climatique. Alors, pour vous donner une petite idée de ce à quoi on s'attend, c'est ça. Donc, vous avez ici donc Toulouse, pour ceux qui viennent de Lille, hein, je dis qu'on est là à peu près. Et puis, toutes les zones jaunes ici, c'est ce qu'on appelle les homologues climatiques. C'est le climat de ces zones-là est à peu près conforme au climat auquel on s'attend à Toulouse en 2050. Et le plus proche, on va dire, c'est là. Donc, c'est le nord de l'Algérie. Plus ou moins les à-coups qui ne sont pas les mêmes, etc. Mais c'est pour vous donner une idée de l'histoire, quoi, hein. Donc, le climat de Paris devient à peu près celui de Toulouse. Celui de Toulouse devient à peu près celui-là. Celui-là, là, et puis après, celui-là, là. Enfin, voilà, donc, voilà, ça, c'est le climat qui nous attend. Alors, évidemment, on ne produit pas la même chose ici qu'ici, et pas avec les mêmes à-coups, etc. Donc, la tendance est vraiment claire. Et puis, il y a, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Donc, vous avez sûrement vu ce visuel, hein, de Météo France, qui est très parlant, hein. Donc, ça, ce sont les vagues de chaleur, donc les événements extrêmes. Vous avez ici la durée des vagues de chaleur, donc de 0 jours à 100 jours, et vous avez l'intensité de la vague de chaleur, donc de 24 degrés en moyenne sur la vague de chaleur jusqu'à 36 degrés. Ici, vous avez les vagues de chaleur qu'on a déjà observées, donc 2003 est là, par exemple, le 2019 est par là, 2022 est pas encore sur ce graphe-là, je crois. Et puis là, vous avez les vagues de chaleur du futur, quoi. Donc, le jaune, c'est le futur proche, donc les climats qu'on connaît, donc 2050, d'ici 2050. Vous voyez qu'il y a une multiplication des vagues de chaleur, mais on reste dans des gammes qu'on sait gérer, entre guillemets, et sur lesquelles on va essayer de se désensibiliser avec le travail d'after. Et puis, vous avez le futur. Le futur, alors évidemment, pour que ça soit percutant, c'est le futur sans le scénario du pire, ce qu'on appelait avant le scénario Trump, ce qu'on va peut-être réappeler le scénario Trump, mais le scénario du pire, c'est ça. Ça veut dire que d'ici en fin de siècle, ici, on aura des vagues de chaleur qui vont durer 80 jours, alors c'est pour France entière, hein, 80 jours à 35 degrés. Voilà. Donc ça nous met le climat du Liban, à peu près, pour vous donner une idée. Donc évidemment, tout l'enjeu de la réduction des gaz à effet de serre, hein, c'est évidemment d'éviter ça, parce que là, la notion d'agriculture telle qu'on la connaît disparaît allègrement. Donc, ça, c'est les cibles tout ce que je vous ai dit là, c'est les cibles qu'on va essayer d'atteindre dans notre scénario After 2050. Et la prochaine fois que vous me verrez, c'est pour vous expliquer comment on a réussi à atteindre toutes ces cibles-là.
Donc l'acte 3, une voie étroite pour construire ensemble. Vous avez compris à travers les différents zooms que vous avez vu que voilà, il faut piloter l'ensemble des cibles en même temps et la voie de passage est relativement étroite, mais bonne nouvelle, elle existe. Restons là-dessus quand même. Alors, l'idée c'est ça, hein, vous l'avez compris depuis le début, c'est continuer à produire évidemment de la biomasse avec notre fameux secteur des terres et de se poser la question du meilleur usage possible de cette biomasse pour satisfaire les cibles qu'on a, donc aussi bien des cibles autour de l'alimentation des animaux, autour de l'énergie, du matériau, pardon, de l'énergie, de tout ce qui est biodiversité, de bactéries des sols et puis de l'alimentation humaine. Quels sont les bons arbitrages autour de ça? Bon, vous vous souvenez que voilà, on en est là à peu près dans l'histoire. Alors on a des terres hein, sur lesquelles on produit de l'agriculture, forêt. On a un certain nombre d'enjeux qu'on a déjà traités. Donc, hop, vous vous souvenez de ces jolis logos là. Donc la SNOC, le PNAC, la SNBC, la SNB, la DCE, le PNIST. Donc vous avez voilà, plein de cibles. Alors au début d'After, ces cibles, c'était les cibles de Solagro. Et puis petit à petit, on arrive à les retrouver dans les différentes stratégies nationales ou réglementations nationales ou européennes. Donc maintenant, on les présente comme ça. Et puis ensuite, vous avez les différents leviers sur lesquels vous pouvez jouer. Et l'originalité du scénario depuis le début, hein, vous le savez, c'est de s'autoriser à jouer à la fois sur l'offre et sur la demande. Alors, si on résume un parcours de modélisation dans After, c'est... Alors nous, on n'était pas nutritionnistes au début, mais là, on travaille avec des nutritionnistes qui nous définissent des rations en lait, par exemple. On multiplie par la population, ça fait une quantité de lait à produire. On dit, bon, allez, qui est-ce qui va produire le lait? Les vaches, jusque-là, tout va bien. Mais quelles vaches? Des vaches à 10 000 kilos maïs en silage ou des vaches de prairie, etc., etc. Donc on a tout un choix, un éventail de vaches pour produire ça. Et puis une fois qu'on a choisi nos vaches, on affecte les surfaces qui sont nécessaires pour nos vaches. Donc ça nous positionne, ça nous mange une partie de notre espace. Et puis après, ces vaches, même si on les aime bien, on finit par les réformer. Et puis ces réformes vont nous fournir de la viande issue du troupeau bovin. Donc là, on réinterroge le nutritionniste qui nous dit « Ah, la viande bovine, il en faut tant ». Alors vous avez une partie qui vient de là, qui est accrochée au lait. Et puis le reste, vous le produisez avec des systèmes bovins à viande que vous choisissez si vous faites du broutard, du gibet, du broutard repoussé. Enfin, vous avez plein d'options possibles. Et puis, vous affectez les surfaces qui vont avec. Et puis, vous faites ça pour tous les produits. Et puis, vous assemblez tout. Et puis, vous voyez, vous arrivez, quoi. Alors, évidemment, ça ne s'est pas fait en un seul coup. Hein. Il y a eu plusieurs boucles de rétroaction, de brainstorming pour savoir, on n'arrive pas aux objectifs qu'on s'était fixés, on nourrit trop de personnes, pas assez, etc. Donc voilà, tout ce qu'on vous a présenté depuis le début dans les focus, c'est les arbitrages auxquels on est arrivé après avoir fait tourner plusieurs fois l'équation. Donc les leviers à activer, vous les avez vus partiellement dans les zooms, hein, dans les focus. Et donc l'idée, c'est de les reprendre un par un. Alors, évidemment, pas autant de détails que dans les ateliers, sinon je pense qu'on va en avoir marre au bout d'un moment. C'est de voir les grands tenants de ces leviers-là. Alors, le premier, c'est s'interroger sur la demande. Donc, ici, vous avez une famille, et puis ici, vous avez qu'est-ce qu'elle mange dans la semaine. Alors, c'est un travail très intéressant. Hein. Donc, c'est une personne qui a photographié partout dans le monde des régimes alimentaires. Donc là, vous avez une famille allemande. Ça se voit parce qu'ils aiment beaucoup la glace rhum raisin. C'est à ça qu'on voit que c'est des Allemands. Donc si vous voulez nourrir 60 millions de personnes avec ce régime-là, il faut produire tout ça fois 60 millions. Alors d'autres régimes alimentaires, ici au Bhoutan. Donc, alors, on précise, aucune famille prise en photo ne souffre de quelque malnutrition, sous-nutrition, etc. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout le même régime alimentaire. Hein. Et encore une fois, génétiquement, c'est à peu près tous les mêmes, hein, donc les mêmes besoins, etc. Donc, et puis, vous avez des solutions qu'on va
qualifié d'intermédiaire, aussi une famille italienne, hein, avec voilà, un peu plus de céréales, on va dire. Et puis, donc voilà, si vous multipliez ça par 60 millions ou ça, vous n'avez pas la même demande alimentaire, c'est assez évident. Et puis, il y a un jeu concours pour savoir quel est l'aliment présent sur les 3 diapos. C'est la banane, sachant qu'aucun des pays présents ne produit de la banane. Donc, si vous embauchez des commerciaux, embauchez les commerciaux de la banane. C'est les meilleurs. Alors nous, évidemment, on se rapproche un petit peu de cette équation-là. Par rapport au régime actuel, on va déjà réduire les surconsommations. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. On va réduire les pertes et gaspillages. Ça, c'est pareil. Alors, on ne passe jamais à zéro. Hein. Il y a toujours des pertes dans les systèmes, mais voilà, on va baisser ça. Et puis ensuite, vous avez bien compris depuis le début qu'on a un levier important à jouer, là, qui est la part de protéines animales versus protéines végétales dans l'alimentation. Entre ce que ça pèse en surface, ce que ça pèse en pertes, etc., etc., évidemment, on a plus intérêt à jouer la carte végétale que animale. Mais attention, on est très très loin d'être sur massivement des régimes végétariens. Hein. Et puis, on réduit un peu la consommation de lait pour la simple et bonne raison qu'on est sevré à partir de 17-18 ans. Alors, si on fait un zoom sur la partie protéines, hein, pour vous montrer l'écart qu'il y a entre la disponibilité alimentaire, donc ce qui est mis à disposition des Français, ramené en jours, etc., la surconsommation et les besoins physiologiques en protéines. Alors, toutes protéines confondues. Hein. Donc, vous voyez qu'entre ça et ça, déjà, on peut supprimer une partie on peut s'éviter d'avoir besoin de produire tout ça. Et puis ensuite, on peut s'interroger sur les protéines qui sont là, de quelle source elles viennent, animales ou végétales. Donc vous avez compris que nous, on avait pas mal réduit ça, et puis de ce qui reste ici, nos besoins physiologiques avec lesquels on ne joue pas, hein, on va faire un tiers animal, deux tiers végétal. Donc en termes de différents profils alimentaires, ça c'était aujourd'hui. Et puis demain, vous voyez quoi, il y a toujours 25% de gros mangeurs de protéines animales, 25% le gros des troupes est entre petits mangeurs et mangeurs moyens, et puis il y a 15% de végétariens dans l'histoire. Mais voilà l'équation le chiffre auquel on est arrivé pour équilibrer le système. Si on avait eu besoin de plus réduire, évidemment, on aurait été plus par là, mais voilà l'équilibre auquel on est arrivé aujourd'hui. Donc on est très très loin d'être sur un scénario 100% végétarien, hein, évidemment, et on est sur ces équilibres-là. Donc là, le résumé, c'est ça, hein, c'est moins de viande et surtout moins d'exposition aux pesticides, parce qu'une grande partie de cette alimentation est produite de manière biologique. Donc ça, c'est des résumés, et c'est ce qui a été fortement décomposé dans les focus alimentaires. Donc ensuite, les systèmes agricoles. Donc quel système agricole est compatible avec cette demande, hein, comment on va offrir ça? Donc il y a plusieurs options, hein, dans la production agricole. Vous avez, alors toujours compliqué, hein, de classer les systèmes de production agricole les mettre dans des cas. Donc là, on a tenté travail du sol d'un côté ici, puis facteurs biologiques, facteurs chimiques de production. Donc agriculture conventionnelle ici, production intégrée ici. Donc l'idée, évidemment, c'est d'aller là-haut, là. Donc d'aller massivement vers les systèmes bio et les systèmes de production intégrée pour les avantages qu'ils procurent. Donc on est arrivé à cet équilibre-là, c'est-à-dire qu'en 2050, ici vous avez la décomposition d'un système de production végétale entre aujourd'hui et 2050, et puis les différentes manières que vous avez de produire votre production végétale, entre conventionnel, raisonné, bio avec des variantes, agriculture de conservation ou intégrée avec des variantes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2050, dans notre approche chiffrée, là, ça marche avec 70% de bio et 30% d'intégré. Alors évidemment, c'est des agricultures qui vont massifier tous les leviers de l'agroécologie, hein, que ce soit des techniques de la massification des couverts végétaux, des légumineuses dans les assolements, des techniques de labour moins agressives, des IAE un peu partout, etc., etc., etc. Donc les sols sont évidemment au cœur de l'équation, et on arrive au bout de l'équation
avec une forte réduction du soja. Hein. Et puis, par contre, ça ne marche pas si on ne lutte pas contre l'artificialisation, on va manquer de terre. On verra ça dans un autre levier. Donc, si on résume, ce levier-là, on est à 70% d'agriculture biologique, plus de légumineuses dans les assolements. Et puis, ceux qui ont participé aux ateliers culture, là, vous reconnaissez les visuels entre les rotations d'aujourd'hui et les rotations de demain et les différents leviers qui sont joués pour diversifier, complexifier, rajouter des infrastructures agroécologiques et faire recirculer l'azote dans les systèmes. Autre levier qui concerne cette fois-ci les productions animales, avec le gros dilemme qu'on a en partant, qui est suis-je granivore ou suis-je ruminant? Alors pour ceux qui sont ruminants, vous êtes de ce côté-là, donc vous avez des vaches, des chèvres, des brebis. Les kangourous aussi sont des ruminants, mais ils ne sont pas beaucoup présents en France. On ne les a pas mis. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Hein. Ça permet de manger de l'herbe. C'est quand même très intéressant. Ça permet de valoriser les prairies. Alors, les prairies qui sont un stock de carbone important, mais dont la variation de stock n'est pas très importante. Et puis, par contre, l'inconvénient de ça, hein, de ces animaux, c'est le faible rendement énergétique de tout ça. C'est-à-dire que quand vous mangez de l'herbe, le temps de le transformer en viande et en lait, c'est beaucoup moins efficace que des granivores. Et puis, le fait de manger de l'herbe, ça vous oblige à émettre du méthane, parce que quand vous êtes ruminant, si vous n'avez pas de bactéries méthanogènes dans votre rumen, vous avez une accumulation d'hydrogène dans l'estomac et vous mourrez dans d'atroces souffrances, etc., etc. Donc, vous ne pouvez pas faire de ruminance sans émission de méthane, c'est pas possible. Donc, ceux qui imaginent des leviers technologiques qui imaginent qu'ils vont réduire de 60% la fermentation entérique, c'est pas possible. C'est pas les mêmes, c'est plus les vaches. C'est pas autre chose. Donc, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez réduire un petit peu de 10%, 5%, mais 70%, c'est plus pareil. Et puis, d'autre côté, vous avez les granivores ou les non... Voilà, donc, vous avez ceux qui mangent du grain. Donc, vous retrouvez des poules, des canards, des lapins. Enfin, des canards. C'est pas un canard, c'est un porc. Oui, c'est les nouveaux canards. Ceux-là, ils sont... Et puis, n'oubliez pas aussi que nos bovins, actuellement, ils mangent pas mal de grains. Hein. Surtout les bovins laits. Hein. En gros, un bovin lait, c'est 1 hectare de prairie pour 1 hectare de grande culture. Hein. Donc, ça mange du grain aussi, ces animaux-là. Alors, par contre, les granivores, là, ceux-là, ce sont des très bons transformateurs d'énergie. Hein. C'est-à-dire que vous donnez 2 kg de grain à un poulet, il fait 1 kg de poids vif. 2 kg pour 1 kg. Donc, essayez avec vos enfants, ça marche pas. Donc, c'est très efficace. Hein. C'est très, très efficace. Et puis, ça émet quasiment pas de méthane entérique. Et puis, par contre, c'est incapable de digérer la cellulose. Les poules auront des dents peut-être un jour, mais pas là. Et puis, par contre, ça mange du grain que nous aussi, on peut manger. Donc, c'est en concurrence directe avec l'homme. Donc, lequel choisir? Donc, on n'a pas choisi, nous, on a arbitré, comme on dit. C'est le terme scientifique. Alors, ça, c'est le cheptel de bovins actuel. Donc, la France est une grosse ferme de bovins. Hein. Donc, vous avez des bovins lait ici en Bretagne. Et puis après, vous avez pas mal de bovins viande. Hein. Ici, on est territoire des Blondes d'Aquitaine. Le charolais ici, là, etc. etc. Donc, l'image dans le scénario after, on passe de ça à ça. Donc, il y en a moins. Moins 50% de cheptel bovin. Et comme Christian vous l'a expliqué dans son atelier élevage, c'est réparti au prorata de ce qu'il y avait au début quand même, et puis après, surtout en fonction des capacités du territoire à fournir de l'herbe. Parce qu'on a cette idée bizarre de vouloir nourrir les ruminants avec de l'herbe. Donc ça donne ça comme photographie. Et avec ça, on arrive à couvrir nos besoins en lait et en viande bovine pour la population française avec les régimes qu'on a vus tout à l'heure. Évidemment, nos systèmes évoluent aussi en termes d'extensivité. Donc ici, vous avez le même graphique que tout à l'heure, mais pour nos catypes bovins lait. Donc aujourd'hui, on est sur des catypes qui sont massivement en Bretagne, on l'a dit, hein, avec un système qui est basé sur un fourrage qui est le maïs, dominant ou très dominant, et puis vers des systèmes qui vont plutôt valoriser les prairies temporaires ou les herbes ou les prairies permanentes. Dans le scénario after, on va plutôt
massifier les systèmes extensifs, alors qu'il y a un défaut, c'est qu'ils produisent moins de lait par vache que ces systèmes-là, donc il faut aussi arbitrer en fonction des besoins en lait qu'on a. Et puis pour les granivores, on arrive à... Alors ça, c'est les systèmes actuels optimisés. Donc c'est des bâtiments porcs et volailles ultra voilà, plein d'animaux, plein de copains. Donc ça, c'est des poules en cage. Et puis ça, c'est les systèmes optimisés qui sont à l'étude, donc les systèmes sans cage avec des volières, etc. Parce que ça vole très mal, les poules. Et puis des systèmes porcins avec un peu plus de lumière du jour, un peu moins de densité d'animaux, etc. Donc on fait un peu mieux, mais massivement, si on veut jouer la carte aussi bien-être animal qu'on n'affiche pas dans nos cibles, mais qui fait partie de la cible évidemment, il faut jouer des cartes comme celle-là, avec un défaut de ces cartes-là, c'est que là, pour avoir 1 kilo de poulet, il faut donner 3 ou 4 kilos de céréales. Donc c'est bien pour le bien-être animal, mais c'est très consommateur de grains. Par contre, ça ne consomme pas beaucoup de tourteaux, de soja. Donc voilà, on joue avec ces différents arbitrages et on arrive à la situation suivante qui est moins 30% de cheptel sur des granivores et des systèmes massivement plus extensifs, moins consommateurs de tourteaux. Donc voilà, si on synthétise ça, vous avez donc les graphes qui sont présentés ici, c'est les chiffres qu'on manipule avec nos outils de modélisation, donc on ne vous assomme pas avec ça, mais tout est sous contrôle, on va dire. Et puis on extensifie et on réduit le nombre d'animaux. Vous avez ici des exemples qu'on a présentés en atelier de passage d'un système à l'autre. À chaque fois, on ne fait pas de pareil technologique, ce sont des systèmes qui existent déjà. Maintenant, sur le levier biomasse-énergie, donc on a vu qu'il fallait produire 2 fois plus de biomasse-énergie qu'aujourd'hui. Donc on mobilise la forêt. Donc la forêt, on augmente faiblement, modérément les prélèvements en forêt, et surtout on a pas mal de nouvelles cartes à jouer en termes de valorisation du bois énergie, enfin du bois qui sort en forêt. On sort de l'idée de faire du bois bûche voilà. On a plein de solutions, plus ou moins avancées techniquement, mais on peut faire beaucoup de choses avec de la biomasse aujourd'hui, lignocellulosique. Donc on s'en prive pas, mais voilà, on utilise toujours de la ressource forestière. On augmente un petit peu les prélèvements, mais on va pas très loin sur ce levier-là. On le laisse à peu près à l'auteur qu'il est aujourd'hui. Par contre, là, l'agriculture va contribuer à fournir beaucoup plus de biomasse aujourd'hui, de biomasse énergie qu'aujourd'hui, en jouant pas mal la carte méthanisation et en valorisant tout ce qu'on a amélioré dans les systèmes, à savoir, on a généralisé les résidus de culture. Alors, les couverts, pardon, les résidus de culture, ils sont toujours présents. On a des fumiers et lisiers, ça, on en a encore. On en a moins, mais on en a encore. On a quelques surplus d'herbes. Donc, on maintient les prairies naturelles et on réduit les animaux. Donc, au bout d'un moment, on a de l'herbe un peu en surplus. Donc, on s'autorise à en prélever un peu pour mettre dans les méthaniseurs. Et puis, évidemment, les déchets d'industrie agroalimentaire, ça nous sert aussi à faire de la biomasse énergie. Alors, on ne refait pas les cycles de l'azote et du carbone qu'on a présentés en atelier, mais tout ça, évidemment, sous contrôle. Et évidemment, c'est jamais 100% des couverts, 100% des résidus, 100% de ça qui sont méthanisés. C'est évidemment, vous voyez, des coefficients de prélèvement qui sont l'ordre du tiers ou de 50% pour les fumées lisées. Donc voilà, ça suffit pour couvrir nos besoins en bioénergie seconde génération, matériaux ou gaz renouvelable. Donc, une sortie du scénario after, donc voilà, de ce type de graphe qui nous indique année par année où on en est en fonction des hypothèses qu'on a prises. Donc pas la peine de trop détailler, mais voilà, on suit tous les usages de la biomasse et puis on vérifie qu'on est raccord avec nos objectifs qui sont fortement liés forcément au scénario négawatt. Donc voilà, on arrive à multiplier par 2 la biomasse énergie en jouant. Évidemment, c'est possible que si vous jouez les autres leviers en même temps, ça vous avez compris. Dernier levier, l'usage des terres. L'usage des terres qu'on n'a pas encore vu, c'est-à-dire l'artificialisation. Alors l'artificialisation, elle est là-haut. Donc ça, c'est l'usage des terres de 55 millions d'hectares de la France en 2020, 2035, 2050. Donc l'artificialisation, on la réduit pas à zéro, on la freine fortement. La forêt, elle gagne. Et puis, alors les prairies naturelles, elles perdent 1 million d'hectares. Mais c'est 1 million d'hectares qui passent en forêt. Donc en gros, voilà, on ne touche pas au carbone qui est dans ces sols-là, on en rajoute en faisant passer en forêt, et on a une biodiversité différente,
mais tout aussi qualitative. Et puis, sur la sylviculture, voilà, un levier qu'on n'a pas abordé dans la présentation principale, on essaye de aussi désensibiliser la forêt au changement climatique et on augmente un tout petit peu les prélèvements en bois et surtout on va fortement vers des forêts mixtes. Donc voilà tous nos leviers mis côte à côte. Donc toute la difficulté d'After, c'est de faire comprendre que tout ça sont des arbitrages au mieux-disant de l'ensemble des leviers qui sont joués en même temps. Si on voulait maximiser un seul truc, on ne jouerait pas les leviers dans le même ordre, ou avec la même massification ou pas. Si on veut jouer tous ces leviers en même temps, nous on est arrivé à ce type d'équation. Après, on est prêt à discuter et à échanger autour de ça. Donc, avant de finir, voilà, nos résultats, du coup. Ça, c'est les leviers, puis les résultats par rapport aux cibles qu'on souhaitait atteindre. Alors, les gaz à effet de serre, notre cible, c'était moins 46%, divisé par 2, donc là, on arrive à moins 53%. Changement climatique, l'idée, c'était d'être moins sensible. Donc, vous avez compris qu'on y arrivait, hein, donc là, c'est nos chiffres. On arrive à tout ça en jouant principalement tous ces leviers en même temps. Hein, donc, on entre pas dans... Je ne vais pas redécomposer dans l'autre sens, mais tous ces leviers contribuent fortement à l'atteinte, évidemment, de ces objectifs-là. On n'arrive pas à ça si on ne réduit pas nos consommations de viande, si on ne passe pas massivement en bio, si on n'extensifie pas les élevages, etc., etc., etc. Concernant la biodiversité, alors toujours très compliqué de traduire en cible chiffrée, mais on réduit massivement l'usage des pesticides, on freine la perte actuelle des prairies naturelles, et nous on les bascule en prairies, en tout cas on ne les retourne pas pour en faire des céréales. On massifie les infrastructures agroécologiques, on atténue le changement climatique, ça c'est important parce que évidemment, vous vous souvenez, le changement climatique, c'est un des facteurs importants qui affecte la biodiversité. Et puis par rapport à la biodiversité, l'impact de nos pratiques sur la biodiversité à l'extérieur, eh ben, on réduit fortement l'importation de soja. Donc on est moins responsable de la déforestation ailleurs dans le monde. Concernant notre cible eau, alors sur la qualité de l'eau, beaucoup moins de pesticides, beaucoup moins d'azote minéral, beaucoup moins de surplus d'azote. On réduit l'irrigation estivale. Alors l'histoire est un peu complexe, mais en extensifiant notamment les granivores, on a moins besoin de maïs, donc on peut les nourrir avec autre chose. Et donc on a moins besoin de faire produire du maïs dans les zones où l'été est un peu compliqué. Donc c'est principalement ça qui nous permet d'arriver à cette cible-là. Et puis on a pas mal de moyens de faire en sorte que l'eau arrive plus facilement dans les nappes qu'avec des ruissellements forts. Donc tout ça, on y arrive en jouant tous ces leviers en même temps. La biomasse énergie, on vient juste d'en parler, on arrive à doubler la quantité de biomasse énergie en déployant la méthanisation, en augmentant les surfaces en forêt, en augmentant modérément les prélèvements en forêt. Voilà, donc tout ça, encore une fois, n'est possible que si l'élevage fait un peu de place, que si on a des systèmes sylvicoles et agricoles qui sont résilients face au changement climatique, etc., etc. Et puis, concernant nos échanges avec le monde, alors on produit moins quand même, globalement, donc on réduit notre capacité à exporter, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la ferme France, elle exporte beaucoup de céréales vers l'espace européen pour nourrir des animaux. Donc nous, on dit, voilà, imaginons que la transition alimentaire soit à l'ordre du jour, c'est un peu à l'ordre du jour avec le projet Farm to Fork de l'Europe, hein. On n'a plus besoin d'exporter nos céréales vers l'Europe, donc on peut les exporter vers des céréales pour les animaux vers l'Europe, on peut les exporter pour des hommes dans des espaces où il y aura fortement besoin de soutenir l'alimentation, donc toute la zone, par exemple, méditerranéenne ou Moyen-Orient. Donc l'idée, c'est de réduire massivement nos exportations vers l'Europe et augmenter nos exportations vers ces zones-là. Et puis en termes d'échange avec le monde, on a effectivement fortement réduit nos importations de soja. Après, il y a toujours de l'import-export, notamment de fruits, hein, la banane, hein, encore une fois. Même avec le changement climatique, on n'arrive pas à produire de la banane en territoire métropolitain. Donc ça, c'était l'ensemble des cartes jouées et les résultats qu'on obtient. Et pour finir, la dernière diapo, c'est celle-là. C'est à quoi que ça sert qu'on ait fait tout ça. Parce qu'au bout d'un moment, on se dit, c'est bien, mais à quoi ça sert? Donc on a fini par s'adresser à des sociologues qui nous ont dit, ça sert à quelque chose que vous avez fait.
Alors, pourquoi ça sert à quelque chose? C'est l'histoire qu'on habite tous dans des systèmes verrouillés socio-techniquement. Quand vous travaillez à plusieurs, des filières, etc., vous apprenez à travailler ensemble, vous créez des normes, des codes, etc., et finalement, vous restreignez le champ des possibles et vous vous concentrez sur ce qui marche et ce qui est efficace. L'exemple qu'on prend toujours, hein, c'est les claviers d'ordi, là, qui sont des claviers AZERTY. Quand tu es inventé, quand on avait des machines à écrire à des petits bras, pour pas que les bras se croisent quand on tape en anglais. Bon, force est de constater que là, on s'en fiche un peu, mais on est quand même avec des claviers AZERTY. C'est-à-dire quelqu'un qui sort une machine aujourd'hui avec des claviers AZERTY, avec des claviers ergonomiques pour taper vite, ben, il ne la vendra pas parce que personne n'est formé pour ça, etc., etc. Et c'est la même chose pour tout. Et pour les systèmes agricoles sont pareils. Donc les plaines céréalières se sont progressivement habituées à avoir des rendements élevés, des intrants en volume important, donc on a des silos importants, donc on a des acheteurs qui achètent en gros volume, etc. Donc avec des codes, voilà, on veut du blé chargé en protéines, etc., etc. Donc tout ça se neutralise et on est dans un système qui atteint l'objectif qu'on leur avait donné au début, c'est-à-dire produire beaucoup, mais pour sortir d'un système verrouillé, c'est très compliqué. Qui va faire autrement alors que finalement ça marche bien ce truc-là et puis personne ne me dit comment faire autrement, ça a l'air risqué votre histoire. Donc on a demandé aux sociologues comment on fait pour déverrouiller un système sans passer, si possible, par la crise et la révolution. C'est ça notre question, nous. Donc ils nous ont dit, les sociologues que je respecte beaucoup, parce qu'ils font tout ce qu'on ne sait pas faire, nous, donc il faut trois choses. Trois choses pour changer un système verrouillé. Il faut lui mettre la pression au système verrouillé. Il faut lui dire, attention, là, tu n'es plus dans les clous, là. Et en termes d'emploi, tu n'es plus dans les clous. En termes de pression environnementale, tu n'es largement plus dans les clous. En termes de faible résilience, tu n'es plus dans les clous. Donc il faut continuer à lui dire que ça ne va pas. C'est pour ça qu'on a une série de diapos pour lui dire que ça ne va pas. Mais on lui parle, hein, ce système. Donc il faut continuer à mettre la pression dessus. Deuxième chose, toujours les sociologues, ils disent ceux qui font différemment et qui vont reconstituer un système qui, lui, après, va se verrouiller, mais il faut les protéger, ceux qui font autrement. C'est-à-dire que ceux qui tentent des trucs et qui sont a priori vertueux, mais qui se plantent, eh ben, il faut les autoriser à se planter. Donc il faut, ceux qui font des conversions en bio et qui, les premières années, n'arrivent pas à avoir un équilibre économique, il faut les protéger. Ceux qui produisent du lait autrement et qui tentent des choses, il faut les protéger. Et puis, troisième chose, il faut légitimer les alternatives. C'est-à-dire qu'il faut montrer que si vous mettez toutes ces flèches ensemble, plus ou moins un arbitrage complexe, etc., il faut montrer que ce que vous allez construire répond aux cibles que vous avez pointées du doigt. Sinon, ça ne marche pas. Et le scénario after, il vient là. Il vient là pour dire, regardez, ça vaut le coup de mettre tout ça ensemble et d'aller vers là, ça résoudra une partie, on arrive au bout des cibles qu'on s'est fixées. Alors au bout d'un certain temps, ça se reverrouillera, ça sera plus en équation aux cibles de 2050, 2070, mais pour l'instant, ça répond à la demande, à savoir, oui, ça vaut le coup d'aller vers ça, et allons-y gaiement, ça vaut le détour, on atteindra les cibles qu'on veut obtenir. Voilà, c'était la dernière diapo d'aujourd'hui. Donc un grand merci pour votre écoute.